en rencontrant quelques-unes de vos équipes, en ayant eu le grand plaisir de voir à la fois les réalisations que vous allez présenter, mais aussi toute la dynamique d'échange, de conception. J'ai vu beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et ça fait du bien. J'ai le sentiment que ce remix est un peu le point d'orgue de la semaine. Une semaine qui n'est pas complètement finie, et j'espère que vous m'excuserez par avance de ne pas pouvoir rester sur la totalité de vos présentations. Quand je dis point d'orgue de la semaine, rassurez-vous, ce n'est pas pour vous raconter mon emploi du temps par le menu depuis lundi, simplement pour faire un petit flash sur quelques-unes des décisions, quelques-uns des moments forts qui disent beaucoup de ce que sont les évolutions rennaises aujourd'hui. Mercredi, on ouvrait la conférence locale du climat avec des responsables associatifs, des citoyens, des chefs d'entreprise, et on pouvait affirmer ensemble que notre modèle il a besoin d'évoluer, que nous savons aujourd'hui que les ressources sont finies et qu'on ne peut pas faire comme s'il ne fallait pas réinterroger non seulement nos pratiques de citoyens, nos politiques publiques, mais aussi nos manières de faire et de produire. Et je sais que ces questions de transition écologique, énergétique ont été au cœur de vos débats, et pour un certain nombre d'entre vous, peut-être le sujet de motivation qui vous a fait vous inscrire. En tout cas, le chemin est encore long. Je crois que tout le monde a compris. Pas sûr de pouvoir le dire comme ça. Les résistances sont encore fortes, mais la génération qui est la mienne et qui n'est pas forcément la vôtre a compris qu'elle n'a pas toujours bien fait et qu'il n'y avait aujourd'hui pas d'autre choix que de changer en ne nous résignant pas, en ne faisant pas comme s'il suffisait de fermer les yeux parce que ça fait trop peur et que surtout il ne faut rien changer, mais au contraire en se coltinant brique par brique ce que sont les transformations. Et quand j'évoque les différentes briques, c'est pour poursuivre le fil de la semaine. Nous étions avec quelques-uns des collègues qui m'accompagnent jeudi soir en conseil métropolitain, où nous avons, cher Laurent, adopté une stratégie économie circulaire déchets, avec là encore un certain nombre d'innovations fortes, de valeurs qui nous portent, qui portent la collectivité métropolitaine, et puis le fait qu'on n'est déjà pas trop mauvais, mais qu'il faut changer et qu'il faut aller beaucoup plus loin, avec notamment une stratégie économie circulaire. Je le dis parce que ça fait écho à quelques-uns des projets que vous avez pu concevoir, avec la volonté de considérer les déchets comme une ressource, mais la volonté aussi de faire en sorte qu'autour de cette économie plus respectueuse, ce soit le développement du lien social, des hyper-quartiers, d'une capacité à être citoyen et responsable, et à être citoyen ensemble. Et puis très concrètement, une stratégie à la fois sur les déchets du BTP, sur le textile. Certains d'entre vous ont travaillé sur le textile, sur l'alimentation, le déchet vert, le déchet alimentaire, et puis sur les composants électroniques. Donc, derrière chacun de vos projets, il y a aussi la participation à une stratégie globale de territoire à travers ces stratégies déchets. Et puis, parce qu'on aime bien la planification, on aime bien fixer le cap et les ambitions tout en étant très pragmatique dans les réalisations, jeudi, on a aussi adopté notre stratégie numérique responsable. La ville l'avait fait avec Pierre Janin il y a quelques semaines, Pierre. La métropole a aussi, en concertation étroite, adopté sa stratégie numérique responsable, avec là encore la question de la durabilité, de l'inclusion sociale, de la sobriété revendiquée et de la réinterrogation ou tout simplement de la découverte de questions qu'on ne se posait peut-être pas suffisamment, au-delà de la vitalité d'un écosystème numérique, quelle empreinte écologique, quelle empreinte sociale, et comment la collectivité peut aussi impulser des transformations et peut aussi relayer des dynamiques qui sont à l'œuvre. Et je crois que ça fait aussi partie des moteurs sur lesquels un certain nombre d'entre
je termine ma semaine. Alors, je passe un certain nombre d'épisodes, mais depuis quelques jours se tient juste à côté d'ici, au Champ Libre, Nos Futurs, un événement conçu par et pour des jeunes du territoire, depuis des lycées pro en passant par les étudiants, des jeunes travailleurs, vraiment une grande diversité de profils, mais autour de cette question des transitions. Et il y a là aussi, à côté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, une grande lucidité aussi par rapport aux défis qui nous attendent, mais un enthousiasme pour les relever, parce que quand je dis qu'on n'a pas le droit de se résigner ou de faire comme si ça n'existait pas, c'est qu'il nous faut retrousser les manches à notre échelle, c'est une collectivité, mais évidemment avec l'intelligence collective, avec de la contribution, avec de la participation, avec de la démocratie, avec du croisement, avec des gens qui se rencontrent et qui ne se connaissaient pas, mais qui ont envie d'avancer et de cheminer ensemble. Je crois vraiment que c'est ce que je retiens, moi, de vos démarches, au-delà des beaux objets et du fait d'être bluffé de votre capacité à les produire en 3 jours. Il y a surtout cette intelligence collective, cette envie d'avancer. Et nos politiques publiques, elles peuvent accompagner, elles peuvent montrer un chemin, elles peuvent faciliter. C'est pour ça qu'on est heureux d'être partenaire des Fab Labs, de Bug, des différents organisateurs que je salue. Simplement, le chemin, s'il est emprunté par personne, on ne va pas très loin et on n'avance pas. Il y a besoin que chacun puisse se saisir de ces enjeux pour montrer tout simplement que la sobriété, ça peut être heureux, c'est pas forcément triste, que c'est pas forcément l'abandon ni du progrès ni de la technique, bien au contraire, mais qu'il y a devant nous un chemin de progrès. Je pense que si c'est un chemin de bonheur, ça va être un peu emphatique si je vous dis ça comme ça un samedi soir dans une salle sombre, mais moi j'y crois profondément. Et en tout cas, je suis convaincue que sur ce territoire, il y a de l'énergie pour faire et beaucoup de talent. Donc un grand merci à toutes et tous pour ces 3 jours que vous avez donnés. J'espère que vous avez reçu aussi dans cette expérience-là. En tout cas, pour notre part, nous aurons beaucoup reçu. Merci beaucoup et félicitations à toutes celles et tous. Merci beaucoup, Madame la maire, Madame la Présidente, pour vos propos et votre présence qui vient quelque part valoriser et conclure de la plus belle des manières ces 3 jours assez intenses. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment une belle reconnaissance du travail qui a été produit. Je vais laisser la parole à Bérangère Arnaud. Je voudrais juste en profiter pour remercier les autres élus présents, Laurent Hamon, Gaël Rougier, Pierre Jalin. Merci également énormément de votre présence. On a également reçu la présence de Sébastien Sévry le 2e jour. Et voilà, c'est quelque chose qui vient également vraiment valoriser tout le travail du public. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Bérangère Arnaud avec sa casquette présidente du LabFab. Donc effectivement, ces 3 jours étaient... Ouais, super. Donc ces 3 jours étaient effectivement une belle illustration de la dynamique qu'on a sur notre territoire, avec vraiment un mélange de plein de participants, de personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc surtout, je vous invite à continuer à fouler et ouvrir les portes des LabFab. Il faut savoir que le LabFab étendu, ça représente un réseau de plus d'une quinzaine de LabFab sur le territoire, ouvert en open lab gratuitement du lundi au samedi. Donc continuez à prototyper, à inventer ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à développer les projets qui ont été conçus ici, puisque l'idée, c'est vraiment de la mise en commun et du coup, du partage. Et donc, de pouvoir pas dépasser l'aspect du prototypage pour que ça devienne aussi des outils que nous pourrons utiliser pour l'après, pour pouvoir sensibiliser sur le recyclage. Voilà, merci. Merci beaucoup à Bérangère, qui a cumulé les fonctions de designer, de facilitatrice sur le hackathon et qui est donc la présidente de notre association La Fab étendue. On va pouvoir enchaîner sur les présentations avec le premier groupe qui est le projet RiperTag.
qui peuvent nous rejoindre sur scène. Le micro, donc notre gros projet a travaillé sur la réparabilité des objets. Et voilà, comment améliorer la visibilité de cette réparabilité auprès des consommateurs. Et on a appelé ça le Repair Tag. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Déjà parce qu'on avait une question qui nous était posée. Comment améliorer cette visibilité? Donc on a fait une sorte de petit diagnostic et essayé de voir ce qui conviendrait mieux. On s'est dit qu'il y avait déjà un indice de réparabilité, ça existe, seulement sur 5 produits dont le choix est obscur et qui est noté uniquement par les fabricants eux-mêmes, ce qui quand même implique un énorme biais. Il y a plusieurs solutions pour réparer, on en a parlé tout à l'heure. Mais elles ne sont pas connues. Du coup, ce qui manquait, c'était ce chaînon permettant de faire le lien entre les objets à réparer, qui sont chez les personnes, les lieux pour réparer, et comment est-ce qu'on fait pour tout ça s'articule. Donc la solution, c'est Repair Tag. C'est une étiquette, ça se matérialise sous forme d'une étiquette ou d'un lien sur les sites internet. Qui va nous amener vers deux informations, deux grands types d'informations, et donc qui va pouvoir être utilisé à deux grands moments de la vie de l'objet. Le premier, c'est au moment de l'achat, et le second, au moment de la réparation. Et donc, chacun de ces deux moments va nous emmener vers un carrefour de solutions pour soit faire notre bon choix au moment de l'achat, d'un point de vue de la réparabilité, ou savoir selon quel moyen je veux réparer mon objet. Donc la première partie, cette histoire d'indice de réparabilité, il est déjà cette fois-ci basé sur les avis des consommateurs et des consommatrices, et non des fabricants, et alimenté du coup par ces personnes. Le but, ça va être d'inciter à réparer plutôt qu'à remplacer. De fait, ça nous permettra de limiter les déchets et la surconsommation, et cet outil, on l'espère, pourrait faire levier auprès des fabricants distributeurs pour les inciter à concevoir des produits plus réparables. De fait, avoir une grosse étiquette rouge sur son produit d'un point de vue marketing, ça ne doit pas aider à vendre, donc on a tout intérêt à améliorer les choses de manière à avoir une belle étiquette. Et donc le deuxième moment, c'est au moment où on a un problème et on doit le réparer. Et donc ça nous emmène, ce site nous emmène vers un questionnaire d'évaluation et de savoir à la fois quelles sont nos envies et nos compétences et le temps qu'on peut y consacrer. Et donc savoir si on veut soit réparer soi-même et qu'on en a les moyens et qu'on veut juste être guidé avec un tutoriel vidéo, ou qu'on a l'envie de progresser et donc d'aller vers des solutions bénévoles, mais des solutions où on va réparer avec quelqu'un, ou vers des solutions plus classiques de réparation, de services après-vente ou de prestataires de services, de réparateurs professionnels. La tête de notre Repair Tag, donc vous avez compris ce système de couleurs hyper simple et universel. L'idée, c'est que les consommatrices et les consommateurs puissent s'y retrouver facilement. L'indice de réparabilité en haut, le QR code en bas qui va nous permettre d'obtenir plus d'infos. Et la démo qui arrive. Ne regardez pas mon code. Et donc, comment ça se présente très concrètement? Bien, je suis en magasin, j'ai mon fer à repasser, et je voudrais savoir si ce fer à repasser est réparable. Donc déjà, j'ai l'information sur l'étiquette, mais je sais que c'est un 4,5 sur 5, donc je me dis ça ne doit pas être mal, mais je voudrais surtout avoir plus d'informations. Donc je scanne mon QR code. Comme ceci. Ouais, si tu veux bien. C'est bon. Et ça m'emmène sur le site du Repair Tag, que vous avez l'honneur de découvrir, qui a à peu près 20 minutes d'existence. Nous sommes sur notre Repair Tag du fer à repasser Calor, ici présent.
Et je pense que Guillaume peut en savoir plus sur le produit. Donc, savoir de quoi est composé son analyse de réparabilité. Pour ça, on a mis plusieurs critères. On a le critère de documentation. Est-ce que le fournisseur du produit a donné la documentation qui permet de réparer l'autonomie, ou est-ce qu'il a alimenté des sites spécialisés là-dedans? Est-ce que si on a besoin de réparer, il y a besoin d'outils que personne n'a? Vous savez, les tournevis là où il y a un membre, on ne sait pas où ça s'achète. Voilà. Ça, du coup, ça nous donne une mauvaise note. S'il y a besoin d'outils aisément trouvables à la maison, on a une bonne note. La réparabilité, ce qu'on a appelé comme ça, c'est est-ce que c'est accessible les pièces à réparer, ou est-ce qu'il va falloir qu'on arrive à arracher 12 couches de composants au-dessus de celui qui nous intéresse pour pouvoir y accéder? Est-ce que les pièces détachées sont accessibles facilement, fournies par le distributeur, sans qu'il les fasse venir très très vite de Chine par Amazon? Et est-ce que le prix de ces pièces est correct? On a tous et toutes eu ce problème de dire non, je dois faire réparer, en fait, acheter la pièce coûte plus cher qu'un objet neuf. Voilà. Et en bas, ma notation, car si jamais on a déjà essayé de réparer le produit, on va contribuer de manière à alimenter cette indice de réparabilité. Et on a également, si on est très content de l'application ou du site, la possibilité de faire un don pour que ce soit un peu s'inscrire dans le temps et qu'on puisse vivre. Et donc ensuite, ça c'est au moment de l'achat. Et on va enchaîner sur le moment de la réparation. Donc j'ai un produit défaillant et je souhaite le réparer. On va avoir quelques petites questions qui vont nous être posées dans le diagnostic de réparation pour nous orienter et nous donner la solution la plus adaptée à la situation. Donc, est-ce qu'on veut essayer de réparer chez nous? Si la réponse est oui, eh bien, on va retrouver des petits tutos vidéo qui vont nous aider pour régler les problèmes les plus courants de fer à repasser. Si on ne veut pas réparer chez nous, là, on va pouvoir choisir, est-ce qu'on souhaite être guidé, aller certainement dans une structure associative pour qu'on puisse nous filer un coup de main et nous apprendre les choses. Dans ces cas-là, on va avoir une liste de points sur la carte. Si on a cliqué avant sur je ne souhaite pas être aidé, mais plutôt je voudrais donner mon produit, payer et bien le chercher plus tard, dans ces cas-là, on va rediriger vers une autre liste de services, cette fois-ci des réparateurs dont c'est le travail. Voilà. Et voilà ce qui compose la plus grande partie du contenu du site Repairtech. C'était donc la démo. Et un petit détail, on a réfléchi un petit peu, on a commencé à réfléchir au système, un système financièrement viable avec des sources de revenus. Donc on a parlé des dons. On pourrait imaginer une version premium du service, moyennant un financement, enfin une participation, avec plus d'infos, des plans de pièces à imprimer en 3D, des choses comme ça. Pareil, dans l'idée de centraliser des solutions existantes, mais qui gravitent dans plein de sites différents aujourd'hui. Et des partenariats possibles avec les fabricants, les distributeurs. Ça pourrait venir alimenter leur politique RSE, par exemple. Des sites spécialisés qui auraient tout intérêt à ce qu'on oriente nos utilisateurs vers ces sites de pièces détachées, etc. Ou d'artisans réparateurs. Et un dernier mot, merci, en particulier à Sylvain, qui est dans le train pour Grenoble. Mais on sait qu'il nous voit, alors merci Sylvain. Et merci aussi, qui nous a beaucoup aidé sur la partie développement. Thibaut, qui nous a accueillis au lab afin qu'on puisse fabriquer ces petites boîtes démo. Et Gaël, qui nous a imprimé les belles étiquettes. Ça nous donne un rendu tout de suite beaucoup plus beau. Voilà. Et bien sûr, l'organisation. Merci beaucoup. Le prochain projet, c'est l'envers, que j'invite à nous rejoindre. Donc, à l'envers, mais à l'endroit sur scène.
On peut juste applaudir l'envers autant qu'il s'installe. Le projet est super, mais comme tous les autres projets, et en plus leur équipe a été malheureusement décimée, une personne qui n'a pas pu revenir qui était malade, et donc ils ne se retrouvent plus qu'à 3 pour présenter, donc je pense qu'ils ont besoin de vos encouragements. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Solène, je suis styliste modéliste et je souhaite monter une marque éco-responsable à Rennes. Moi je suis Alexis, je suis créateur d'une marque de vêtements pour vélo taffeur et je suis basé à Rennes aussi. Et enchanté, moi je m'appelle Steven et je travaille dans l'événementiel actuellement. Voilà. Alors nous sommes ici pour vous présenter notre solution à la problématique comment rendre l'industrie textile moins polluante. Aujourd'hui, dans le monde, 13 milliards de vêtements sont produits chaque année. Les Français achètent 10 kg de vêtements par an et par personne. L'essentiel de la production textile française est délocalisé à l'étranger. Zéro traçabilité sur l'origine des fibres textiles. Entre 1996 et 2015, les 2 tiers des effectifs ont disparu et la production s'est effondrée de 51%. Ce qui permet en 2022 d'acheter un t-shirt à 29 €. Et alors, petite question pour vous la salle. Quand on achète un t-shirt à 29 € en magasin, quelle est la somme qui revient à la personne dans l'usine qui a cousu ce t-shirt? 19 centimes. Alors, est-ce que c'est un quiz, merci. Est-ce que c'est 20 centimes? Est-ce que c'est 1 € ou est-ce que c'est 5 €? 20 centimes. Alors, qui vote pour 20 centimes? Sa réponse, c'est bien. Partant de ce constat, notre collectif a eu à cœur de transformer l'industrie du textile vers une filière moins polluante et plus vertueuse. Cela passe, premièrement, par une valorisation de la filière textile locale. Deuxièmement, de favoriser la réduction de l'impact environnemental en produisant sur place. Et troisièmement, soutenir les métiers de la couture et de la confection textile. Le tout ayant pour objectif d'encourager une approche coopérative et de proximité autour du textile. Notre réponse à cette problématique se nomme l'envers. Alors, l'envers, qu'est-ce que c'est? L'envers, c'est une expérimentation. L'envers, c'est un lieu de fabrication, de documentation et de découverte autour du monde du textile. C'est une invitation au partage d'expériences entre les différents acteurs de la filière. Nous voulons promouvoir à l'envers la revalorisation et le réemploi du textile. C'est un lieu convivial aussi, c'est un lieu où les gens vont se retrouver et auront envie de revenir pour s'informer plus et pour créer. Alors, un petit schéma pour représenter un petit peu l'envers. Donc, on a 4 pôles sur le lieu. Donc, c'est un pôle de création autour du DIY, donc le fait soi-même, un pôle d'information, un pôle de réemploi et de recyclage et un pôle de vente au sein desquels on va avoir différentes activités. Et pour bien comprendre tout ça, ce que nous avons imaginé et aller plus dans le concret, ce qu'on vous propose, c'est de nous immerger dans une visite virtuelle de ce que pourrait bien sembler l'envers, peut-être dans les années à venir. Alors, je vous invite à me suivre, on va arriver dans l'envers et on va arriver sur le showroom. Alors le showroom, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu dédié à la présentation de collection de créateurs, qui répondent aux valeurs du lieu. C'est un endroit d'exposition, d'information, au sein duquel on pourra retrouver un certain nombre d'éléments. Voilà, une représentation 3D de ce que pourrait à quoi ressembler le showroom. Donc c'est un lieu modulaire, en fait, on va pouvoir faire plein de choses différentes. En rentrant un peu plus loin dans le lieu, on arrive, on essaye, on marche, on arrive sur l'usine. Et l'usine, c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de l'envers, c'est là où vous allez trouver, c'est vraiment le lieu de la création textile. Donc c'est un endroit où vous allez avoir des machines, vous allez avoir des machines à coudre, vous allez avoir des ateliers, des machines à broder,